welcome to today's press conference following this week's round of negotiations with the United Kingdom. I'm here with Michel Barnier, the European Commission's chief negotiator. And without further ado, I pass you the floor. Vous avez la parole, Mr. Barnier. Many thanks, Dan. Good afternoon to all of you. Merci beaucoup de votre présence, de votre attention. J'espère que vous allez tous bien, malgré des circonstances qui restent difficiles. Cette crise grave du coronavirus a provoqué beaucoup de malheurs, crée beaucoup de difficultés, d'angoisse, de chômage. Et ce virus n'a pas disparu. Je pense donc qu'il faut que nous restions tous prudents et vigilants. Néanmoins, je suis heureux de vous retrouver, très heureux de vous retrouver. Et je voudrais aussi remercier très sincèrement les interprètes qui nous permettent de travailler quotidiennement dans de bonnes conditions et qui nous permettent aussi de nous comprendre ou de nous écouter. Depuis le début de cette négociation, notre objectif est de progresser en parallèle sur l'ensemble des sujets de notre future relation. Et ces sujets sont très nombreux parce que nous avons une vraie ambition pour cette future relation. Pour cela, et comme je vous l'ai dit à la fin du dernier round, il était nécessaire de lever 4 points de blocage sérieux qui portent sur la pêche et la concurrence ouverte et équitable, ce qu'on appelle le level playing field, 2 éléments essentiels, indissociables, avec le commerce dans notre nouveau partenariat économique avec le Royaume-Uni. Les garanties en matière de droits fondamentaux dont nous avons besoin pour établir une coopération policière et judiciaire étroite en matière pénale. Et enfin, la gouvernance de notre futur partenariat. Nous avions donc décidé cette semaine, avec David Frost et la délégation britannique, de consacrer du temps, beaucoup de temps, à la négociation sur ces 4 points. Je veux remercier personnellement David Frost, le négociateur en chef britannique, mais aussi les 2 équipes de négociation pour le respect mutuel dont elles ont fait preuve les unes à l'égard des autres, pour la qualité de leur travail dans des circonstances difficiles et pour leur professionnalisme. Mais au terme de cette semaine, de cette nouvelle semaine de négociation, ma responsabilité sous l'autorité de notre présidente Ursula von der Leyen, en tant que négociateur de l'Union, ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu, cette semaine, de progrès significatif. Sur la pêche, les Britanniques n'ont pas montré de réelle volonté d'explorer d'autres approches que celle du rattachement zonal pour le partage des quotas, et ils continuent de conditionner l'accès aux eaux à une négociation annuelle, ce qui est pour nous impossible, et même techniquement impossible. Tandis que l'Union veut toujours construire un partenariat économique stable. Sur le level playing field, ce que j'ai appelé l'autre jour cette règle de fair play économique et commercial, nous n'avons réalisé aucun progrès en dépit de notre choix de travailler cette semaine sur des sujets qui auraient pu et qui auraient dû être plus consensuels, comme les mécanismes de non-regression en matière de normes sociales, environnementales, le climat, la fiscalité ou le développement durable. Sur la gouvernance de notre futur partenariat, nous restons loin de l'objectif d'un cadre horizontal de gouvernance avec l'établissement de liens juridiques entre les différents domaines de coopération. Et enfin, sur la coopération policière et judiciaire, nous avons pu avoir une discussion un peu plus constructive sur la question de l'engagement envers la Convention européenne des droits de l'homme, mais il reste d'importantes questions sur comment refléter cet engagement dans notre accord. Mesdames et messieurs, sur ces différents points, comme sur les autres,
nous ne demandons rien d'autre que le respect de la déclaration politique. Sur ces points, il n'y a donc pas eu de progrès significatif depuis le début de la négociation, et je pense que nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça. D'autant plus que les Britanniques refusent, vous le savez, d'étendre la période de transition, c'est-à-dire de donner plus de temps à la négociation. Sur ce point, pour notre part, et comme l'a rappelé il y a déjà plusieurs mois la présidente Ursula von der Leyen, nous avons toujours été ouverts à une possibilité d'extension de 1 ou 2 ans, telle qu'elle est prévue et telle qu'elle est possible dans l'accord de retrait, et notre porte reste ouverte. Mais s'il n'y a pas de décision commune sur une telle extension, comme nous le comprenons aujourd'hui, le Royaume-Uni quittera donc le marché unique et quittera l'union douanière dans moins de 7 mois, le 31 décembre prochain. Si l'on prend en compte le temps nécessaire, obligatoirement, pour ratifier l'accord, il nous faudra un accord sur un texte juridique complet au plus tard le 31 octobre, soit dans un peu moins de 5 mois. Nous devons donc utiliser ce temps de la meilleure manière possible. Voilà pourquoi j'ai proposé, la semaine dernière d'ailleurs, à David Frost, d'accompagner les prochains rounds de négociations sur tous les sujets, en prévoyant dès la fin juin, dès le prochain round, sans doute des formats plus restreints, plus concentrés, pour travailler intensément sur les points difficiles. J'espère que cela permettra d'injecter une nouvelle dynamique politique dans les 11 tables de négociation et plus globalement. Et j'espère aussi que nous pourrons nous réunir à nouveau dès cette période de la fin juin physiquement, ce qui sera beaucoup plus facile et je pense efficace. Évidemment, dans les tout prochains mois, ces 5 mois qui nous restent, je continuerai avec mon équipe à travailler en confiance et en totale transparence avec les 27 États membres et avec le Parlement européen dont je suis le négociateur. Ladies and gentlemen, to be clear, our lack of progress in this negotiation is not due to our method, but to the substance. We must stick to our commitments if we want to move forward. We engaged in this negotiation on the basis of a joint political declaration that clearly sets out the terms of our future partnership. This document is available in all languages, including English. It is not difficult to read, good weekend reading, if I may say. And this declaration was negotiated with Prime Minister Johnson himself. It was approved by the leaders of the 27 member states at the European Council in October 2019. It has the backing of the European Parliament also. It is for us, and it will remain for us, the only valid reference, the only relevant precedent in this negotiation, as it was agreed by both sides. Yet, round after round, our British counterparts seek to distance themselves from this common basis. Let me give you 4 concrete examples, referring precisely to the text of the political declaration. First, the Prime Minister Johnson agreed in paragraph 77 that, I quote, given our geographical proximity and economic interdependence, our future agreement must encompass robust commitments to prevent distortions of trade
and unfair competitive advantages. This is what, together, we chose to call the level playing field. In this paragraph, the Prime Minister Boris Johnson agreed to uphold the common high standards applicable in the Union and the UK at the end of the transition period on these areas stated competition, social and employment standards, environment, climate change, and relevant tax matters. We are today very far from this objective. 2, Prime Minister Johnson agreed in paragraph 66 on civil nuclear cooperation to maintain our existing high standards of nuclear safety. We are very far from this objective. 3, Prime Minister Boris Johnson agreed in paragraph 82 that our agreement should cover anti-money laundering and counter-terrorism financing. We are very far from this objective. 4, Prime Minister Johnson agreed in paragraph 118 to base our future relationship on an overarching institutional framework with links between specific areas of cooperation. And we are, once again, very far from this objective. In all areas, the UK continues to backtrack on the commitments it has undertaken in the political declaration, including on fisheries, where we committed to use our best endeavors to conclude and ratify a new agreement by the 1st of July 2020. It seems clear that we will not reach the target considering how the negotiations in this area are going for the moment. Even, ladies and gentlemen, in the rare areas where we saw some movement this week, such as the European Convention on Human Rights, we still fall short of what we had agreed in the political declaration. And finally, as a reminder, the UK, since the beginning, does not want to talk about our cooperation on foreign policy, development, and defense at all, even though we agreed this with Boris Johnson in the political declaration. And to tell the truth on these points, defense and foreign policy, also as a former foreign affairs minister in my own country, I still don't understand why. We cannot and we will not accept this backtracking on the political declaration. And at the same time, we will request the full respect of the withdrawal agreement. On citizen rights, we continue to be extremely vigilant. There have been frequent exchanges of information between Vice President Maroš Šefčovič and the Minister Michael Gove on this topic. Regarding EU citizens residing in the UK, we are pleased to hear that 3.1 million EU citizens have already been granted residence status, and we are carefully monitoring the situation of more vulnerable citizens that have difficulties applying digitally. It is also important that EU citizens residing in the UK have access to social benefits in these difficult times. As for UK nationals residing in the Union, in the 13 member states that, like the UK, have chosen a constitutive system, we are working to ensure that procedures for applying for residence status are simple, easily accessible, and clearly communicated. In the other 14 member states that have chosen a declaratory system, UK nationals will receive a physical document enabling them to prove
their status. We also continue to be extremely vigilant with regard to the correct implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland. The UK Common Paper published on the 20th of May is useful, but there are still a lot of details to be settled if we want to move from aspiration to operation in line with the legal treaty. Furthermore, some of the objectives set out in this common paper, such as avoiding exit declarations on goods moving from Northern Ireland to Great Britain, are incompatible with the legal commitments accepted by the UK in the protocol. So, we really need to work more on the technical details. Only a precise and rigorous implementation of the withdrawal agreement can create the confidence we need to build our future partnership. The 27 member states and the European Parliament has been very clear about this, including in our negotiating mandate. Voilà, mesdames et messieurs, dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion, la Commission aura l'occasion de faire le point avec le président Charles Michel, avec les 27 États membres, avec le président Sassoli, le Parlement européen et en particulier le groupe de coordination du Parlement européen animé par David McAllister. Parmi les rendez-vous du mois de juin, nous aurons aussi la deuxième réunion du Joint Committee sur l'accord de retrait et sa mise en œuvre, qui se tiendra le 12 juin. Et puis nous aurons aussi cette réunion de haut niveau dont nous étions convenus, il n'y a pas de surprise, dans la déclaration politique que j'ai souvent évoquée dans ce propos. Et cette réunion de haut niveau est faite pour faire le point, take stock, des négociations. Nous devons encore d'ailleurs en fixer la date et les modalités, comme nous devrons fixer dans les jours qui viennent la date et les modalités des prochains rounds, probablement pour le prochain dès la fin du mois de juin, au tout début du mois de juillet. Nous approchons donc, vous le voyez bien, dans un temps court, d'un moment de vérité. Nous attendons que le Royaume-Uni respecte ses engagements, aussi bien s'agissant de l'accord de retrait déjà ratifié que du contenu précis de cette déclaration politique qui reste la base et qui restera la base et le cadre de notre négociation. Si c'est bien le cas, et si nous savons de part et d'autre garder ce respect mutuel que j'ai évoqué tout à l'heure, si nous savons garder notre sérénité, et nous avons toujours été patients et sereins du côté de l'Union européenne, calme, tout en étant vigilants et déterminés, et nous le resterons aussi. Mais si c'est bien le cas, je n'ai aucun doute que nous trouverons, dans le courant de l'été et au plus tard au début de l'automne, un terrain d'entente entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et finalement nous trouverons un accord sur notre partenariat pour l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Barnier. On va passer maintenant aux questions. I'll give the first question to Nick Gutteridge. Nick, you have the floor. Nick, press speak. Thank you. Yeah, that's the one I'm trying. Just trying the camera. Brilliant. There we go. Thanks very much, Dan. Hello, Mr. Barnier. I actually... Oh, can you hear me? Yeah, brilliant. I actually had a question about something you didn't mention in your remarks, Mr. Barnier, which is state aid. This came up in David Frost's letter to you quite prominently, and it's clear that it's quite a big blockage in the level playing field side of the talks, and that the UK, are simply not going to accept the EU's state aid demands as they are. David Frost called them egregious. In your reply to him, you said on the level playing field, and you listed state aid, that it didn't mean the UK would be bound by EU law after the end of the transition. But your own mandate says that the envisaged partnership with the UK should ensure the application of EU state aid rules. So is this an area that you're prepared to compromise on?
And can you do so without the member states changing your mandate? Thank you. Non, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon mandat. Je le connais. Je n'ai pas besoin non plus qu'on m'invite à me souvenir de ce qui est écrit dans la déclaration politique sur ce sujet, que j'ai d'ailleurs rappelé. Donc j'ai évoqué les aides d'État, notamment en rappelant que c'est un point précisément mentionné dans la déclaration politique comme l'un des domaines, c'est même le premier cité, dans lequel nous devons trouver avec le Royaume-Uni le moyen d'éviter ce qui est écrit « unfair competitive advantage », distorsion de concurrence, ce qui veut dire éviter le dumping dans tous les domaines, et en particulier dans celui-ci. Ça, c'est mon mandat, et il vise à trouver de bons mécanismes, de robust commitments, pour éviter ces distorsions de concurrence et préserver des conditions de concurrence et de règles du jeu équitables. Voilà, donc je vous confirme que ce point extrêmement difficile et où nous avons une position en effet très forte dans l'esprit de la déclaration politique doit faire l'objet, nous n'en avons pas parlé pendant ce round, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avions essayé d'avancer sur les autres sujets de ce qu'on appelle les non-regression clauses. Nous n'avons pas beaucoup progressé non plus, donc c'est une des raisons de ma déception. Mais sur ce sujet-là, qui reste en tête des sujets de la négociation sur le level playing field, ne doutez pas de notre détermination. Nous devons trouver des règles robustes, ce que j'appelle une boîte à outils, dans le respect, je l'ai écrit récemment à David Frost, dans le respect de notre ordre juridique souverain, de part et d'autre. Moi, je suis convaincu qu'en respectant notre souveraineté respective, celle du Royaume-Uni, c'est l'objet même du Brexit, et nous respectons cela, et puis la nôtre, que les Britanniques doivent respecter, on peut et on va devoir se mettre d'accord pour aboutir à certaines équivalences dans le niveau et l'ambition de nos réglementations. C'est vrai pour les aides d'État, où il y a de vrais risques de dumping, et c'est vrai aussi pour les autres sujets. Je rappelle que ce n'est pas un sujet technocratique ou idéologique ou dogmatique. Derrière cette règle du jeu équitable, ce que j'ai appelé le fair play économique et commercial, il y a des centaines de milliers d'emplois en cause ou en jeu. Voilà, donc voilà pourquoi les pays de l'Union européenne sont très déterminés sur cette question. Je ne vais pas vous dire le détail des discussions, je ne veux pas non plus vous dire à quoi nous aboutirons, mais je suis convaincu que si ce point est bien compris, et si les engagements de Boris Johnson sont respectés, tels qu'il les a écrits précisément, nous devrons nous mettre d'accord sur cette boîte à outils et ces règles robustes évoquées dans la déclaration politique. Thank you very much, Mr. Barnier. I'll give the floor now to Bruno Waterfield. Bruno. You need to activate your mic, Bruno. Just press speak once more. Got me? Hello? Yeah, we can hear you now, Bruno. Okay, thank you very much. Sorry about that. Mr. Barnier, I do want to press you on something. Your mandate says on state aid that state aid, EU law, union law on state aid must be applied within the UK. The law, EU law, must be applied. That seems to go beyond a robust mechanism in the political declaration. In your letter that you wrote in reply to David Frost, you said the UK would not be bound by union law on the level playing field for the free trade agreement. Can you just clarify whether you are still supporting the idea in your mandate that on state aid, union law must apply on UK territory? Thank you. Oui, Monsieur Waterfield, ne vous excusez pas de mettre la pression sur moi et ne m'en veuillez pas
de ne pas être impressionné par vos questions. Je connais mon mandat, qui est, je le répète, très exigeant et très ambitieux, qui donne lieu à des interprétations du côté britannique sur le respect de la souveraineté britannique. J'ai pris en compte, comme c'est mon rôle, pour avancer, j'ai pris en compte cette préoccupation qui est légitime, de la même manière que je recommande aux Britanniques de bien respecter dans tous les domaines notre propre souveraineté et notre propre autonomie de décision qui n'est pas négociable dans tous les domaines du marché intérieur. Donc j'ai pris en compte cette préoccupation britannique que je peux comprendre sur un plan politique, et c'est dans cet esprit et dans le respect de mon mandat que j'ai écrit cette lettre à laquelle vous faites référence. Et donc je suis convaincu que sur cette base, et dans l'esprit de la lettre que vous évoquez, nous pouvons bâtir ces engagements robustes auxquels s'est engagé le Premier ministre pour éviter toute unfair competition dans le domaine des aides d'État, qui est un domaine majeur pour des règles du jeu de commerce équitable. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, ne m'en veuillez pas, c'est pour ça que je suis intéressé mais pas impressionné par votre question. Ne m'en veuillez pas de vous dire, de ne pas vous dire davantage, parce que nous sommes dans une négociation. On ne va pas négocier de ces sujets publiquement. On a besoin de travailler ensemble pour trouver cette boîte à outils et ces engagements robustes. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité et l'efficacité des mécanismes qui permettront une concurrence équitable dans la durée, dans le long terme, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais nous n'y sommes pas. Nous en sommes encore loin. Thank you very much, Mr. Barnier. I give the floor now to Naomi O'Leary. Hello, thank you very much for taking my question. Mr. Barnier, I wanted to ask you, in our newspaper, Newton Emerson has written a piece in which he describes the EU's approach to Northern Ireland as dangerously cynical, saying that an insistence on a maximalist approach in terms of checks on the sea border is using Northern Ireland as a bargaining chip, and that indicating the EU should take a more reasonable approach. How do you respond to that? Oui. J'ai lu cet article de Newton Emerson, comme d'ailleurs j'ai lu ce matin, dans un autre journal que le vôtre, un document extrêmement utile, intéressant d'ailleurs, du Northern Irish Business Brexit Working Group, que je connais bien, avec lequel mon équipe travaille d'ailleurs depuis plusieurs années, et que j'ai moi-même rencontré. Et donc j'ai lu l'article de Newton Emerson avec attention, parce que c'est quelqu'un qui est respectable et dont les avis sont toujours utiles à connaître. Dans ce cas précis, je voudrais prendre une minute pour rappeler ce qu'est cet accord, ce qu'il y a dans ce protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Et rappeler que nous avons travaillé jour et nuit pendant 3 ans pour trouver des solutions à une situation grave, complexe, que nous n'avons pas créée, qui est créée uniquement par le Brexit et par le fait que l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, quitte le marché unique, quitte l'union douanière, après avoir quitté l'Union européenne. Donc pendant 3 ans, jour et nuit, avec l'équipe précédente de négociation de l'accord de retrait, et aujourd'hui encore, nous avons travaillé pour trouver des solutions à cette situation complexe en Irlande et en Irlande du Nord. Je rappelle que nous avons cherché et finalement trouvé à résoudre plusieurs problèmes à la fois. C'est ça qui est complexe en Irlande et en Irlande du Nord. Un, préserver le Good Friday Belfast Agreement. Pas de frontières terrestres. C'est une des conditions de la paix qui est un enjeu prioritaire, vital pour les hommes et les femmes. 2, la coopération nord-sud. 3, l'intégrité du marché intérieur. Ce n'est pas un mot techno, ou ça ne doit pas l'être. Derrière l'intégrité du marché intérieur, il y a l'exigence de protéger les consommateurs, les entreprises, les budgets européens, comme nous le faisons à toutes les frontières
extérieure du marché unique, et notamment protéger les consommateurs s'agissant de la sécurité de ce qu'ils mangent, de leur alimentation ou des produits qu'ils utilisent. Et tout cela avec une dimension importante qui est celle de la légitimité démocratique confirmée régulièrement par les élus de l'Assemblée législative d'Irlande du Nord. Nous sommes parvenus à un accord. Je reconnais qu'il est complexe, mais il est durable, contrairement au backstop qui avait été initialement envisagé avec Theresa May. Nous sommes parvenus à un accord avec le Royaume-Uni, pas sans le Royaume-Uni ou contre le Royaume-Uni, avec le Royaume-Uni et son Premier ministre Boris Johnson, et c'est cet accord, ce protocole qui a été ratifié par la Chambre des communes et par le Parlement européen. Et il s'agit maintenant simplement de le mettre en œuvre avec de la rigueur, avec de l'objectivité, avec du pragmatisme, avec de la discipline aussi, dans les délais impartis, c'est-à-dire que cet accord soit réellement opérationnel dans toutes ses dimensions à la fin de cette année. Et nous devons vérifier que c'est le cas, non pas à la fin de l'année, mais bien avant, parce qu'il y a des dispositions à prendre qui exigent du temps sur le plan des infrastructures, des ressources humaines. Voilà. Je veux dire aussi que dans cette analyse de la situation, il faut rappeler que certains de ces contrôles sont déjà effectués aujourd'hui à Belfast, au port et dans l'aéroport, sur une partie des produits ou des animaux qui viennent d'ailleurs, et notamment qui viennent du reste du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par M. Emerson et par le Working Group du Northern Irish Business, nous avons la possibilité de prendre en compte ces préoccupations dans le cadre du protocole tel qu'il est écrit et précisément écrit. Plusieurs options sont à notre disposition dans le code de l'Union douanière, comme par exemple la possibilité de faire usage de déclarations simplifiées. Les grands opérateurs économiques, et notamment les supermarchés, puisque c'était un des points évoqués par M. Emerson, sont tout à fait à même d'utiliser ce genre de facilité de manière pragmatique. Je voudrais compléter en disant qu'il y a un travail technique qui est actuellement en cours entre nous, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sur le sujet des exemptions tarifaires pour les biens qui ne risquent pas d'entrer dans le marché intérieur. Ça vise, ça, ces exemptions, et le Joint Committee devra en discuter, des produits qui arrivent en Irlande du Nord, venant de Grande-Bretagne ou d'ailleurs, et qui sont clairement, définitivement destinés à la seule consommation de l'Irlande du Nord, donc sans le risque d'entrer dans le marché intérieur, où nous avons là l'obligation de protéger et de donner des garanties aux citoyens sur le modèle des règles européennes. Nous sommes également évidemment prêts à travailler avec le Royaume-Uni sur les possibilités offertes par le Code de l'Union douanière pour faciliter le commerce autant que cela sera possible. Mais pour cela, nous avons besoin aussi, permettez-moi de vous le dire, d'un engagement réel de la part des autorités britanniques au niveau technique. Je constate que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Voilà, nous avons trouvé, avec beaucoup de travail et beaucoup de patience, et j'ai suivi personnellement ces discussions, un équilibre sensible, délicat dans cet accord. Je sais que c'est difficile. Nous devons l'appliquer de manière rigoureuse, objective et pragmatique. Et je suis quelqu'un de pragmatique. Mais vous savez bien aussi quelle est l'alternative si nous n'y parvenons pas. L'alternative, c'est d'avoir une frontière dure sur l'île d'Irlande. Et nous n'en voulons pas parce que nous voulons préserver ensemble les conditions de la paix. Tout le monde sera d'accord pour dire que ça ne serait pas l'intérêt des citoyens et de toutes les collectivités de part et d'autre. Voilà l'esprit qui est le nôtre. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Quelquefois, dans le spin de certains élus britanniques, où je lis que je suis quelqu'un de dogmatique, la commission technocratique. Non, je suis un homme politique. Et quand je suis allé en Irlande, à Dungannon et ailleurs, rencontrer les citoyens, les communautés, les stakeholders que j'évoquais tout à l'heure, je suis allé discuter, les écouter, comprendre pour agir correctement. Je les ai rencontrés en hommes politiques, attentifs d'abord aux hommes et aux femmes et à leur destin. Donc nous ferons preuve du même pragmatisme. Et nous avons un devoir
préserver la paix, la stabilité en Irlande, All Ireland Economy, et également donner la garantie qui est due à tous les Européens, les 27 pays, tous les citoyens, tous les consommateurs, toutes les entreprises, que le respect du marché intérieur, les conditions d'entrée dans le marché intérieur sont bien effectives. Voilà ce dont il s'agit. Je suis convaincu qu'avec de la bonne volonté, sans idéologie, mais avec du pragmatisme, nous pouvons y parvenir. Thank you very much, Mr. Barnier. I'd like to give the floor now to Oliver Grimm. Oliver? You need to press speak, Oliver. Vous m'écoutez maintenant? Oui. Ça va maintenant? Ça marche? Oui, très Super. Désolé. Oliver Grimm ici du journal autrichien. J'ai une question. Vous avez mentionné ce désintérêt du côté britannique de respecter l'accord politique et en fait aussi les règles qu'on a décidées. Pensez-vous qu'il est nécessaire maintenant d'avoir une sorte de rencontre du plus haut niveau entre le Premier ministre britannique et peut-être la présidente de la Commission, le président du Conseil européen, peut-être le président de la République française ou la chancelière, afin de lui rappeler de l'importance de cette cadre des négociations et afin de trancher cette impasse, ce problème qu'on a constaté. Merci bien. Mais cette réunion, qualifiée de high-level meeting, elle est prévue, nous l'avons prévue dans la déclaration politique. Depuis le mois d'octobre, 17 octobre dernier, dans cette grande réunion du Conseil européen, à laquelle Boris Johnson a participé. Il a même dit d'ailleurs c'est la première fois que je viens et c'est sans doute la dernière, effectivement. Occasion pour lui de participer au Conseil européen en tant que pays membre de l'Union. Et il a été accueilli très chaleureusement. Moi j'étais là, Ursula von der Leyen était là, Charles Michel aussi. Et il a pris ses engagements. Et dans ce document, encore une fois, je dis ça pas parce que vous avez du temps libre ce week-end, mais peut-être vous avez du temps libre, les uns ou les autres. Prenez le temps de lire ce document qui est la seule référence, le seul précédent que nous acceptons parce qu'il a été agréé ensemble. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une motion, c'est un document politique fort qui a d'ailleurs été annexé, si je puis dire, à l'accord de retrait lorsque la Chambre des communes l'a ratifié et qui a été également soutenu et appuyé par le Parlement européen de notre côté. Donc c'est un document qui engage et il fixe dans tous les domaines le cadre et l'ambition de notre futur partenariat, y compris dans des domaines, et je dis que je regrettais, que je ne reprenais pas, où les Royaumes-Unis ne veulent pas du tout discuter aujourd'hui. Je pense que c'est contraire à notre intérêt commun en matière de défense et de sécurité extérieure ou de politique étrangère. Nous restons ouverts et prêts à travailler sur ces sujets s'ils le souhaitaient. Mais dans les autres domaines dont nous parlons et qui intéressent le Royaume-Uni, l'économie, l'énergie, la sécurité intérieure, évidemment le commerce, au sens propre du terme, nous avons fait une offre inédite, zéro tarif, zéro quota. Pas de tarif et pas de quota. C'est d'ailleurs la seule possibilité dans une négociation aussi brève. Parce que je rappelle que pour négocier des accords commerciaux avec d'autres partenaires tiers, il a fallu 3, 4, 5 ans avec le Canada, la Corée du Sud ou le Japon. Donc dans un délai aussi bref, on peut faire que ça. Et on doit faire ça, parce que c'est l'intérêt commun, zéro tarif, zéro quota. Mais ça ne peut pas s'accompagner d'un vide total en matière de garantie pour que les règles du jeu soient équitables. Et c'est ça le level playing field. Donc oui, pardon de cette réponse un peu longue, mais oui, une réunion est prévue entre les dirigeants européens et Ursula von der Leyen, qui est la présidente de cette institution, qui négocie au nom de l'Union, la Commission européenne, et Boris Johnson, et ce sera l'occasion de reposer cette question. Est-ce que vous restez fidèle à cette déclaration politique? J'ai dit tout à l'heure en conclusion, si la réponse est oui,
et ce texte est assez précis, donc il s'agit ni plus ni moins de traduire juridiquement une déclaration politique. Voilà ce dont il s'agit dans cette négociation. Si la réponse est positive, comme nous l'espérons, alors nous pourrons aboutir à un accord. Parce qu'il s'agit des intérêts vitaux de l'Union européenne, parce qu'il s'agit des conditions d'accès d'un pays tiers à un autre marché de 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, je vous dis que sur cette question-là, sur les garanties robustes dont nous avons besoin pour le level playing field, sur un accord équilibré pour la pêche, sur la gouvernance horizontale de notre futur accord, comme sur le respect d'un certain nombre de conditions clés pour la protection des droits fondamentaux des citoyens en matière de coopération, en matière de sécurité et de coopération civile, nous avons besoin de ces garanties et nous ne changerons pas de position, parce que c'est les conditions clés pour la protection de ce qui est notre principal atout, c'est-à-dire le marché intérieur. Thank you very much. I think as time is running short, we'll only take one or two more very quick questions. I'll give the floor to Jennifer Rankin. Thank you. Can you hear me? Yep. You've muted yourself. Sorry. A question on fisheries. I hope you can hear me again now. Yeah. Very good. Yeah. Last time, Mr. Barnier, last time you appeared before us at the end of round 3, you described the EU and UK positions on fisheries as maximalist. Can you tell us what you see as an acceptable compromise, and is there no room at all for zonal attachment? Because from the UK point of view, the EU is simply refusing to negotiate on fisheries, and they say that's not very constructive. So where do you see as a possible place for a compromise on fisheries? Thank you. Et là encore, ne m'en veuillez pas si nous sommes en pleine négociation. J'essaie de jouer ce jeu de la transparence, qui n'est d'ailleurs pas un jeu, qui est une exigence et une attitude depuis le début de la mission qui m'a été confiée il y a 4 ans. Avec la presse, évidemment, la transparence est obligatoire et nécessaire avec les États membres et le Parlement européen. Mais j'essaie d'être transparent aussi et de vous dire les choses de manière sincère. Mais je ne vais pas vous dire le détail d'une négociation qui est extrêmement compliquée. J'ai simplement dit que si nous voulons un accord sur la pêche, et nous voulons un accord sur la pêche, tout en rappelant que s'il n'y a pas d'accord sur la pêche, il n'y a pas d'accord de commerce. Donc l'accord de commerce, il est lié à 2 conditions qui sont des prérequisites. C'est un accord équilibré sur la pêche et un accord sur le cadre de level playing field. Cette règle du jeu, elle a été fixée, les exigences européennes, depuis 3 ans et demi. Il n'y a rien de nouveau et personne ne peut être surpris. Donc nous avons clairement dit cela, notamment sur le level playing field. Sur la pêche, nous avons des positions très fortes, d'un côté comme de l'autre. L'Union européenne dit statu quo. Le Royaume-Uni dit on change tout. Si on veut un accord, il faut discuter entre ces 2 positions. Et nous sommes prêts à discuter. Il y a le paramètre du rattachement zonal qui reste le seul paramètre pour le Royaume-Uni. Et si c'est ça, il n'y a pas de discussion. Nous avons évidemment reconnu que le Royaume-Uni, devenant un pays tiers, retrouve sa souveraineté sur les eaux, qu'il n'est plus lié, qu'il ne sera plus lié par la politique commune des pêches, et nous souhaitons avec lui, dans l'intérêt des communautés de pêcheurs et des entreprises qui exportent des produits transformés de la pêche, des 2 côtés, nous souhaitons trouver un accord équilibré et durable. Et on ne va pas discuter de cet accès aux eaux, aux espèces, les quotas, tous les ans, parce que c'est techniquement impossible sur une centaine d'espèces. Donc vous voyez bien qu'il faut entrer dans le détail, travailler sur des paramètres. Bien sûr, il y a le paramètre du rattachement zonal, mais il y a aussi la question des droits historiques de pêche, parfois très anciens, pour les pêcheurs des 2 côtés. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt économique des communautés locales de pêcheurs, et c'est extrêmement important parce que derrière ces enjeux, il y a le travail d'hommes et de femmes par dizaines de milliers. Il y a aussi la protection des espèces à laquelle je suis très attaché, de la ressource naturelle, de la biodiversité, le respect des règles des Nations Unies dans ce domaine. Donc voilà tous les paramètres
que l'on doit mettre ensemble, à condition d'être d'accord pour ouvrir le jeu à l'ensemble de ces paramètres. Et c'est ça qui est en cause, et les Britanniques n'ont pas donné le sentiment de vouloir entrer dans cette discussion. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai cette déception, et je maintiens la position de l'Union européenne, qui est très forte. Les Britanniques maintiennent la leur, mais si on ne discute pas entre les deux, on n'aboutira pas à un accord. Et moi, je souhaite qu'on ait un accord parce que, encore une fois, cet accord est une des conditions pour avoir plus généralement un accord de commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Je pense qu'on va prendre une dernière question pour aujourd'hui. I give the floor to Katja Adler. Katja. Thank you very much. I hope you can hear me. I know we're having some problems with microphones. Thank you very much. Mr. Barnier, you said that you hope that the summit between Boris Johnson, Ursula von der Leyen and Charles Michel might inject some dynamism. Is this because you think that there has been no progress so far because you need politicians to intervene in order to find compromise between the two sides? And is it your feeling, you said as you are a politician, not a technocrat, that actually we're going towards a sort of a déjà vu scenario like we had last autumn, another autumn of fraught negotiations where things will be done very much at the last minute? And is it possible to do this last minute? Thank you very much. Katia, un accord de cette nature aussi important, il est toujours conclu à la dernière minute, hein, s'il y a un accord. Il y a toujours des choses qui exigent des ajustements, des négociations de dernière minute. C'est ce qu'on appelle faire un tunnel, comme nous en avons fait trois, me semble-t-il, pour le précédent accord. Probablement, à la fin de cette négociation, en octobre, on aura besoin d'une période très dense, continue, pour finaliser. Mais nous n'en sommes pas là parce que pour l'instant, nous ne savons pas la trajectoire. Vous dites, moi je suis négociateur de l'Union européenne et je le suis en tant qu'homme politique. Nous avons en face de nous une équipe de négociation très compétente qui a la confiance du Premier ministre britannique, donc la politique est là. Hein. Bien sûr, on a énormément de questions techniques à régler. C'est pour ça que tout le travail qui a été fait depuis 4 mois a été utile pour clarifier, expliquer, voir les points de confrontation, un certain nombre de points de convergence. Tout ce travail, c'est la base même du futur accord. Mais je pense que, compte tenu des divergences que nous avons sur les points fondamentaux que j'ai cités, nous avons besoin des 3 ou 4 mois qui sont devant nous. Même si nous travaillons plus intensément en juillet, août et septembre, nous aurons besoin d'aller jusqu'au mois d'octobre pour trouver un accord. J'ai dit que cette négociation avait sans doute besoin d'une impulsion politique, je l'ai même souhaité, et que la partie britannique soit autorisée à négocier sur un certain nombre de sujets où les positions européennes pour l'accès à notre marché sont extrêmement claires, et ça aussi c'est une position politique. La politique, elle est partout. Ce mandat dans lequel je travaille et que je respecte, il a été fixé par les 27 chefs de gouvernement et d'État des 27 pays de l'Union. Il a été aussi soutenu avec beaucoup de vigilance par le Parlement européen. Nous parlons bien de politique, on ne parle pas de technocratie ou de bureaucratie, hein, permettez-moi de vous le dire. Mais quand on regarde les détails de la négociation, on voit aussi pourquoi on a besoin de tous les experts pour régler les questions techniques, les garanties juridiques. Hein. Il s'agit de traduire dans des termes juridiques stables, qui donnent des garanties à toutes les parties, cette déclaration politique. Voilà. Et ce document porte son nom. C'est une déclaration politique et qui a été agréée par Boris Johnson et par les 27 chefs d'État et de gouvernement soutenus par le Parlement européen. Et c'est ça l'impulsion que nous attendons à l'occasion de cette réunion de haut niveau au mois de juin, dont les modalités ne sont pas encore fixées, c'est que les intentions, les ambitions politiques de ce document soient confirmées par Boris Johnson, puisque c'est un engagement qu'il a pris, et par les 27 dirigeants européens également. Voilà dans quel cadre nous travaillons avec la Commission européenne. Thank you very
very much, Mr. Barnier. This concludes our press conference today. Apologies for those who still have their hands up, and that's all the time that we have. We will switch over to our technical briefing in the next couple of minutes. Have a very lovely weekend. Thank you very much.